Bon, je suis très heureux de vous accueillir ici dans notre salle polyvalente pour cette troisième réunion publique annuelle de présentation du bilan de l'année 2022 et des perspectives pour 2023. Dans notre programme de campagne, nous avons pris l'engagement de nous rapprocher des habitants de notre beau village. Nous avions constaté et regretté le manque de lien entre les élus et les citoyens. Nous avons voulu plus de transparence, de dialogue et d'écoute. Nous sommes engagés à vous associer à nos choix, à vous informer régulièrement et à vous demander de proposer vos idées et parfois même de décider avec nous. Malgré les difficultés liées aux restrictions Covid, nous avons organisé 2 réunions publiques d'information en 2020 et 2021. Si vous vous souvenez, c'était principalement sur Internet, puisque nous avions des restrictions à ce moment-là. Et donc, vous avez maintenant l'habitude de cette formule sous la forme d'un bilan et de perspectives. Nous verrons que cette année, le thème central qui occupera nos discussions, puisqu'il mobilise en grande partie notre travail et nos préoccupations, ce thème central, je le résume en un mot, c'est l'inflation. Vous verrez aussi qu'on peut rentrer dans un détail qui est le fait que nous avons pris l'engagement, nous, déjà de distribuer les flyers que vous avez eu dans vos boîtes aux lettres, de distribuer en tant qu'élu et donc bénévolement. Ça fait toujours une petite économie de quelques dizaines d'euros. Donc, je suis particulièrement heureux de vous voir ici nombreux à la salle Marcel Albert pour parler chiffres, projets, avenir de notre commune. Je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'on a une participation citoyenne pour la couverture de cet édifice par des panneaux solaires. Donc, si vous voulez souscrire en vote-toi, c'est le moment de le faire. Dans un premier temps, nous reviendrons sur les réalisations les plus significatives de l'année, puis nous évoquerons les perspectives et le budget 2023, qui s'avère être un casse-tête tant les difficultés récentes sont nombreuses à affronter. La politique, c'est être proche des habitants citoyens, les servir au quotidien dans l'intérêt général. Et c'est notre préoccupation quotidienne. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, sur le déroulé, nous allons donc revenir sur les projets réalisés cette année, avec l'aide de mes adjoints, évidemment, qui vous présenteront quelques réalisations. On a ensuite un bilan de nos difficultés, en particulier la crise énergétique et l'inflation, qui touchent fortement les communes, encore plus fortement que les particuliers. On vous fera part de quelques décisions que nous avons déjà prises pour faire des économies. On parlera aussi de comment évoluent nos recettes. C'est assez faible et par contre, les dépenses augmentent énormément, donc il faut faire des économies. Et ensuite, on vous parlera de ce que nous avons décidé, c'est-à-dire la consultation de la population, et on va vous demander de contribuer, de nous dire ce que vous voulez qu'on fasse sur certains domaines. Donc, voilà, il va y avoir de la participation citoyenne sur ce dossier-là. Donc, on aura besoin de vous. Donc, je passe la parole immédiatement. Je passe deuxième c'est Bertrand. Merci. Bien, moi, je vais commencer à vous parler des projets qui sont en cours. Donc, la rénovation énergétique de l'école, on vous en a déjà parlé plusieurs fois. Il reste quelques jours de travaux. On doit avoir terminé les travaux pour le 31 décembre. Donc, on va presque y arriver. On a quelques travaux qui vont se décaler en début d'année prochaine. Il y a des difficultés d'approvisionnement sur certains matériels, sur le soleil. Mais bon, on les aura pour le printemps, donc c'est le principal. Donc, la rénovation énergétique, c'était un bâtiment des années 80, avec une isolation thermique très moyenne, de l'éclairage très, très énergivore. Donc, on a lancé cette rénovation, on a changé l'ensemble des menuiseries, on a mis une ventilation double flux, on a changé l'ensemble des éclairages. On a mis du brise-soleil sur toutes les fenêtres extérieures, parce que dans l'école, on a surtout des problèmes de chaud, de chaleur extérieure plutôt que des problèmes de froid. Le froid, on gère à peu près. Voilà. Et donc, coût des travaux, 650 000 euros hors taxe. 80% pris en charge par la région, l'État, le département et l'aglo. Donc 20% à charge de la commune, c'est le minimum, on ne peut pas aller au-dessous. Donc ça, c'est... Alors, on fera ce qu'il faut pour que tout le monde puisse visiter l'école en début d'année prochaine, quand ça sera terminé. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. Vacances de Noël, c'est redéménagement de toutes les salles de classe. Tous les enfants reprennent les salles de classe d'origine et on enlève les bungalows dès début janvier. Voilà. Et c'est très beau. Pour ceux qui ne sont pas allés, vous allez voir, c'est très beau.
Alors ensuite, désimperméabilisation de la cour d'école. Donc ça, c'est le deuxième gros projet qui s'est essentiellement déroulé cet été. Donc, on avait une cour d'école qui était très dégradée depuis des années. On avait un problème hydraulique avec toute l'eau de la cour d'école qui inondait le bas de la cour et puis le haut du village. Donc, pour lutter contre les inondations, pour créer des îlots de verdure aussi, pour la chaleur, on a voulu aussi favoriser la biodiversité, une cour pédagogique avec les enseignants, et puis une amélioration du confort. Donc, on a lancé plein de choses. En fait, on a réussi à déconnecter la totalité de la cour, presque 1 hectare, du réseau d'eau pluviale. Toute l'eau reste sur l'emprise de la cour. Toute l'eau s'infiltre. On n'a rien qui repart à l'extérieur. Alors, avec une limite d'une pluie bisannuelle, mais enfin, c'est déjà très important. On a recréé des jeux. Il y a des murs d'escalade pour les petits, qui sont presque en service, là. On a remis des terrasses en bois, des copeaux, des terrains de jeu, de ballons. Enfin, les gosses sont très heureux, ils sont contents, la cour est magnifique. Et toutes les communes nous envient, là, on n'arrête pas d'être sollicités par les autres communes, ils veulent venir visiter, ils veulent faire la même chez eux. Donc, c'est vrai ici. Ouais, même Narbonne veut venir visiter. Voilà. Alors, c'était Bertrand Lemoigne, adjoint à l'urbanisme et aux travaux. Il y a peut-être des nouveaux basinois dans la salle, hein, on ne sait jamais. Pour ma part, c'est Aurélien Dallos, je suis premier adjoint délégué à la transition écologique. Et j'ajoute aussi que sur la cour d'école, le retour qui nous est fait des enseignants, c'est qu'on a un apaisement des enfants en classe. Et c'est constaté sur toutes les rénovations, désimperméabilisation, végétalisation des cours d'école en France. Je vais évoquer avec vous le projet de restauration écologique de la Venne. Est-ce que certains ont traîné leur guêtre autour du jardin méditerranéen récemment? Oui, il y a un peu du chantier. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, on est sur de la restauration écologique du cours d'eau. Auparavant, vous le savez, en fait, derrière les barrières en bois, on avait un mur qui s'écroulait. Donc, quand on a été élu, on a été rapidement contacté par cette Aglopole Méditerranée qui a en charge, en compétence, la restauration, les travaux sur le cours d'eau. Et on nous a présenté des projets qui visaient à restaurer un mur de la même manière. Et en fait, on a poussé l'aglo à aller vers une restauration beaucoup plus durable. Donc, une restauration à base de génie végétal. Parce qu'en fait, si on refait un mur, le mur, en fait, il est sapé par les infiltrations, par l'eau de pluie. Et puis, si on refait un mur, dans 20 ans, il s'écroule et on refait un mur, etc., etc. Alors que si on base les actions et la restauration sur le végétal, les racines, au fur et à mesure, vont ancrer la berge. Donc, on crée une berge en pente douce au niveau du jardin méditerranéen. On replante des arbres d'origine locale pour qu'ils s'implantent beaucoup plus rapidement. Et ça va nous permettre aussi d'améliorer la sécurisation vis-à-vis des inondations parce que à cet endroit-là, on est sur un angle droit. Et en fait, on a l'énergie du cours d'eau qui arrive vraiment très fort. Et l'idée, c'est de recréer les petites méandres à cet endroit-là pour consolider les berges. Et on en profite pour travailler sur le pluvial de la rue de la Davalade. Donc, on cure les fossés, on a fait aussi un petit peu de restauration au niveau du parking pour améliorer les écoulements qui se dirigent vers la Venne. Ça coûte au Mont-Basinois rien du tout. Puisque c'est, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, une compétence de l'aglo, 104 000 € de travaux, mais compétence GEMAPI, donc c'est via la taxe GEMAPI que ces travaux sont financés. J'ai plus d'oreilles. Donc c'est important de le dire ça, parce qu'en fait c'est du travail d'élus qu'on ne voit pas forcément. C'est des réunions de travail, des réunions techniques, c'est des réunions sur le chantier. Bertrand y est régulièrement. Noël Tessier aussi, notre responsable des services techniques. Et voilà, un travail de long, mais qui nous permet d'avoir des choses durables. Deuxième projet que je vous présente, alors on a prélevé quelques projets, on en fait beaucoup plus, mais là aussi, pour ceux qui se sont baladés sur les frontières de notre commune, on a acquis en 2021 des parcelles qui étaient cabanisées, donc pour éviter la cabanisation, et on a lancé un projet avec l'Office français de la biodiversité, on a été lauréat d'un appel à projet, on a des financements pour faire ça, donc on lance une décabanisation de ces parcelles, c'est-à-dire qu'on évacue tous les matériaux, l'amiante, le bois, l'alu, le plastique sur ces parcelles-là, qu'on revégétalise avec un partenaire qui s'appelle le Conservatoire d'espaces naturels Occitanie. Là aussi, on végétalise avec des essences locales. On limite aussi l'accès de ces parcelles pour les engins motorisés. On pourra bien sûr s'y balader,
Et aujourd'hui, même, il y avait un chantier participatif avec des étudiants pour planter une haie diversifiée sur ces parcelles qui vont nous permettre de retrouver un paysage plus sympathique que les cabanes qu'on avait auparavant. Donc un projet évalué entre 15 et 20 000 euros est pris en charge à 80%. Alors, la rénovation de la chapelle, bon, ça c'est pareil, c'est une vieille histoire, mais ça avance doucement. La chapelle avait des problèmes d'étanchéité de toiture au niveau du chevet, et les peintures murales qui sont assez remarquables se dégradaient à cause de cette humidité. Donc c'est un projet qui était déjà lancé par l'ancienne municipalité, nous on l'a forcément continué. Donc on a deux tranches. Une première tranche, c'est la réparation de la toiture. C'est terminé, ça s'est terminé début d'année. Donc ça a été fait par les entreprises des bâtiments agréés monuments historiques. Donc ça c'est fait. Et là on est en train de se préparer à rénover les fresques. Donc prochaine réunion avec l'architecte des bâtiments de France tout début d'année prochaine. On espère qu'on valide tout parce qu'ils sont un peu compliqués. Et on fera reprise des travaux avant l'été, j'espère, consultation et reprise des travaux avant l'été. Donc là, ce sera intéressant, ce sont des artistes qui viennent faire ce genre de travail. Donc ce sera intéressant à regarder. Donc coût 163 000 euros, 75% pris en charge la DRAC, l'AGLO, le département, 25% à charge de la commune. Ah oui, c'est bon. Alors ça c'est le self. Donc c'est Sophie qui est malheureusement pas là ce soir, l'adjointe aux écoles qui voulait nous en parler, donc elle m'a laissé le micro. Donc dans le cas, en même temps que la rénovation énergétique de l'école, on en a profité pour modifier le fonctionnement de la cantine et on a créé un self, un mini self pour les enfants. Donc avant on était servi traditionnellement à l'assiette. Donc là les petits ont leur plateau, ils passent sur le self, ils sont servis, ils ont un petit choix, petit, mais ils ont un choix. Et après, ils continuent avec leur plateau, ils trient leurs déchets. Et donc, c'est un but éducatif, en fait, hein, et c'est encadré avec la LP, avec des animateurs qui les éduquent, qui leur apprennent, etc. Les petits adorent, hein, ils sont contents comme tout. Donc, ça a été fait cet été, voilà, c'était en service à la rentrée. Et donc, coût des travaux, 23 000 euros, 75% financé, 25% à charge de la commune, là aussi. Merci Bertrand. Diapo d'après, on vous a mis simplement un rappel de ce que vous trouvez dans ce journal-là, qui était l'édition numéro 7 de la lettre du maire. Vous aviez 2 pages là-dessus. On rappelait ce qu'on avait obtenu comme partenariat de financement. Donc, vous l'avez peut-être chez vous, sinon il reste des exemplaires ici. Donc, rappelez simplement que on a des projets, ils ne sont pas tous engagés à hauteur de 1 700 000 et on a des aides à hauteur de plus de 1 170 000 euros. Donc, gros travail de recherche de partenariat, de convaincre ces partenaires-là que nos projets sont valables et donc faire rentrer de l'argent dans la commune qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas nos impôts et ce n'est pas non plus l'emprunt qui vient en majorité financer tous ces programmes-là. Donc on a des programmes ambitieux, on a vu les 2 premières pages, c'est plus d'1,3 million, 1,4 million. Tout ça, ça nous vient quand même de l'extérieur par ce travail-là de partenariat. Je passe la parole à Laurence pour quelque chose qui n'est pas financé, mais qui est financé par la commune pour le coup. Bonsoir à tous. Donc moi, Laurence Artero-Morel, je suis l'adjointe déléguée à la vie du village. J'accompagne les associations et je prépare également les manifestations avec mes collègues de la vie du village. Donc effectivement, les programmations ne sont pas forcément financées, parce qu'il n'y a pas forcément d'aide dans ce cadre-là. Par exemple, pour la fête locale, qui est un temps fort de notre village, ces 3 jours où nous allons célébrer cette tradition que l'on souhaite continuer et qui continuera. L'idée de valoriser et de partager ensemble les traditions que l'on retrouve et les cultures locales, et rassembler bien sûr les habitants autour de ce moment qui est très festif. Oui, je sais, c'est vrai, excusez-moi, je l'ai à la main et je le retourne, ce n'est pas bien. Non, c'est ça tout simplement. Donc je continue quand même à retourner. Donc c'est quand même une préparation qui se fait bien en amont, qui est très cadrée, bien sûr, puisqu'il y a de la sécurité, il y a une grosse responsabilité au niveau du maire sur fête locale.
Donc ça se prépare avec différents partenaires, bien sûr, la police municipale, la gendarmerie, les agences de sécurité. Et nous préparons aussi bien en amont les concerts, les spectacles, puisque l'on doit réserver, nous ne sommes pas les seuls. Le coût de la fête locale est de 21 000 € et comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'aide sur ce projet. Je vais vous parler aussi de la fête de la Garrigue qui a eu lieu donc pour la première fois cette année. C'est un événement que nous avons souhaité proposer aux habitants dans l'idée de... Allez, je regarde ma feuille, comme ça j'arrête de me retourner. L'idée, c'était volonté de créer un moment qui va être festif autour de la culture et de la nature. C'est vraiment pour valoriser notre patrimoine naturel et culturel, de rassembler les habitants aussi, comme pour la fête locale, autour d'un événement qui va être festif et de sensibiliser, bien sûr, l'idée était là aussi de sensibiliser sur les enjeux de la préservation et de la restauration de la biodiversité. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide, donc, il y a plusieurs temps, donc des concerts, des ateliers, des animations, des stands. Donc, tout ceci se prépare avec les partenaires, les associations aussi. Nous avons eu des belles participations des habitants également sur un beau rendu dans la Garrigue. Et la buvette qui est tenue donc aussi par les bénévoles du Festival de Tours. Donc, au niveau du coût, c'est 25 000 € avec une aide de 6 000 €. Donc, il nous revient à 24%. Donc, toujours les mêmes partenaires, la région, le département et l'agglo. Oui, je suis là. Donc, Marjorie Rive, je suis adjointe déléguée à la petite enfance, aux affaires sociales et à l'insertion de la jeunesse. Donc déjà, merci d'être là, nombreux et attentifs. C'est très plaisant et encore plus peut-être pour ma délégation parce que le social, ça veut dire l'humain et on est tous humains et tous là réunis et c'est déjà un bel effort assez formidable. On a décidé de valoriser, on va dire, deux points en fait de ce qui a été travaillé durant l'année au niveau de ma délégation. Donc le premier, c'est l'analyse des besoins sociaux qu'on a réalisé. Donc qu'est-ce que c'est l'analyse des besoins sociaux? C'est vraiment une analyse, un diagnostic du territoire, mais dans vraiment sa globalité. Ça parle d'économie, de social, de culture, d'aller vraiment avoir une vision beaucoup plus claire et complète de ce qui existe, et pour pouvoir aussi finalement en dégager les besoins. L'idée étant effectivement de mettre en œuvre des actions in fine adaptées aux besoins de la population, dans le but de favoriser le bien vivre ensemble de tous les habitants. Donc les modalités, comment on s'y est pris pour cette analyse des besoins sociaux, évidemment, on est parti, et je dis on, j'en profite d'ailleurs, j'aurais dû le dire dès le départ, pour remercier les administrateurs du CCAS, les membres du groupe de réflexion citoyen, dont je vois certains dans la salle, pour remercier les agents communaux aussi, et puis pour remercier les bénévoles qui interviennent régulièrement sur beaucoup d'actions sociales. Mais donc du coup, c'est à la fois une collecte, cette analyse des besoins sociaux, c'est une collecte de données quantitatives et qualitatives, mais c'est aussi une enquête que vous avez reçue, à laquelle vous avez répondu, pour évaluer un petit peu vos besoins, vos souhaits, ou ceux qui étaient finalement satisfaisants. Et c'est effectivement un groupe de réflexion citoyen qui s'est réuni à plusieurs reprises pour travailler à partir de ce diagnostic, pour enrichir les réflexions et pour en arriver effectivement à construire une véritable analyse des besoins sociaux qui est un peu le socle conducteur du Centre communal d'action sociale. Et j'avais fait un truc là, c'était... Ouais, voilà, j'avais fait super bien le Centre communal d'action sociale, je me retournais, c'était écrit ça. Donc, actualité du Centre communal d'action sociale, là, c'est en ce moment que ça se joue. Donc, les éléments de contexte, on les connaît, et on les vit tous ensemble. Et voilà, donc une crise sanitaire, économique, sociale sans précédent. Je ne vous apprends rien, d'où l'intérêt d'être encore plus unis et solidaires. Donc, là, actuellement, le CCAS a travaillé d'arrache-pied pour élaborer un dossier, en fait, élaborer un dossier pour permettre un conventionnement entre la CAF de l'Hérault, Caisse d'allocation familiale, et le CCAS, dans le cadre d'une convention qui durera pour 4 ans, qui va nous permettre de mettre en œuvre des projets adaptés aux besoins repérés pour les Montbazinois dans le cadre de cofinancement, parce qu'on revient toujours à cette notion-là, cette nécessité effectivement d'aller chercher des financements ailleurs qu'au niveau du budget communal.
Voilà, cette convention territoriale globale, en fait, c'est vraiment un projet de territoire qui s'inscrit vraiment dans une démarche voilà, partenariale et participative aussi pour les habitants. Donc, et voilà, je dis un peu là. Oui, donc oui, c'est pour les 4 prochaines années. On va bientôt signer la convention avec la CAF. Voilà, très prochainement, tout est ficelé. Ça a été un énorme travail. Encore merci à tous ceux qui ont pu y contribuer aux réunions, à la rédaction, aux analyses, etc. Et puis, voilà. Merci. Merci Marjorie. Dernier slide du bilan. En fait, après, on passera très vite au gros morceau de cette soirée. Donc, un petit focus sur la gestion du personnel. Donc, durant l'année, nous avons eu l'arrivée de 2 encadrants, en fait, Jérôme de Coupigny, en tant que directeur général des services, qui est avec nous ce soir. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc c'est le responsable du personnel, notamment. Le responsable de tout d'ailleurs. Voilà, c'est le chef des agents. Voilà, on a besoin de cette compétence à la mairie. Il est arrivé en janvier. On vous l'a présenté l'an dernier en décembre d'ailleurs à la 2e réunion publique. C'était sa première visite sur Montbazin après recrutement. Donc je l'accueille avec nous ce soir. Évidemment, avec le départ de Daniel Santi, départ à la retraite, nous l'avons remplacé par une responsable de service technique je vais dire au niveau aussi, parce que je vous associe à tous les deux. Donc on avait besoin de ce niveau-là de technicité, de compétences et d'expérience pour arriver. Donc notre objectif, c'est de mettre en place une organisation plus efficiente, mieux organiser nos services, mieux organiser les équipes, éviter un peu les gaspillages de temps, les organisations qui sont mal fichues, valoriser les parcours professionnels, donc faire en sorte que chacun trouve sa place au travail, s'épanouisse, progresse, bénéficie de formation. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Optimiser les ressources humaines. Ben oui, évidemment, voilà, je dis ça sous le mot gaspillage. Donc, cette page-là, voilà, vous avez deux nouvelles têtes à Montbazin. Je ne sais pas si tout le monde connaît Noël Tessier, donc je ne la décris pas, mais elle est blonde et frisée, donc ça change un petit peu de Daniel. Donc, on a une femme qui remplace notre ancien responsable des services techniques depuis le mois de mai. Voilà, donc elle a pris la main sur l'ensemble du service technique de la commune de Montbazin. Et donc, c'était mon dernier slide de bilan. Et donc, nous allons changer le titre en haut, dans le bleu, là. Il n'y a pas de titre, carrément, Franck. Merci. Donc là, on arrive de suite à la partie un peu moins marrante, en fait. Alors, on essaye d'être un peu détendu, mais c'est une situation vraiment qui nous inquiète. Donc, on a une crise, Marjorie l'a cité, une crise économique qui va faire suite, de fait, à la crise énergétique. Hein. C'est évident qu'on va la prendre dans la figure. Au niveau des particuliers, en fait, vous avez déjà, on a tous eu déjà 4% d'augmentation sur nos factures d'électricité. L'année prochaine, on sait qu'en février, on va être touché par une augmentation de 15%. Et nous verrons dans la soirée que les communes, comme les sociétés, les entreprises, n'ont pas de tarifs réglementés. Et donc, on peut avoir des augmentations qui vont jusqu'à bien plus. On le verra un peu plus tard. Donc, cette crise énergétique-là a des conséquences forcément. Donc, on va voir les impacts, on va voir comment on peut faire face à ces difficultés. On va vous détailler tout ça dans la suite de la soirée. Et c'est encore moi. Voilà, donc des thématiques qui impactent fortement les finances de notre commune. Donc, c'est l'énergie, donc le coût de l'énergie. En fait, ces lumières-là, elles marchent avec de l'électricité qui nous arrive sur un compteur qui est payé par la mairie. Donc, chaque fois qu'on allume pendant 1 heure cette lumière-là, jusqu'à présent, elle coûtait quelques centimes. Ça va peut-être coûter quelques euros prochainement. L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, on va y revenir tout à l'heure. Vous devez savoir ce que c'est. En fait, c'est l'évolution des salaires des agents qui étaient bloqués depuis des années et qui a un petit peu été débloqué en juillet. On voit que ce n'est pas suffisant, mais ça impacte quand même la commune. L'inflation, pardon. Ah oui, c'est pas nous qui l'avons augmenté, oui. Donc ça date de juillet, mais il y en a un slide là-dessus après. Donc on a l'inflation, tout ce qu'on achète est plus cher, vous l'avez tous remarqué quand vous faites vos courses. Donc tout ce qu'on achète, nous, à la mairie aussi, ça coûte beaucoup plus cher que dans le passé, que ce soit un bout de tuyau, une bouette, un sac de ciment ou l'apéritif de ce soir ou celui plutôt de l'année prochaine sera plus cher que cette année. Et donc on a des conséquences aussi sur de la fiscalité, puisqu'il y a des décisions de l'État qui sont prises un petit peu dans le dos des communes, puisque
nos dotations ne suivent pas exactement l'inflation. Donc, on voit que les recettes ne sont pas à la hauteur. Et c'est ce qui pose vraiment le problème. Si tout augmentait, on n'aurait pas ces difficultés-là. Voilà, donc je pense que là-dessus, voilà. On peut changer de page, merci. Là, on a Jacques et Philippe. Bonsoir, Philippe Lorinquer. Donc, moi, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très amusant, hein, mais bon, qui vous touche tous, qui ne nous est pas tombé du ciel comme ça du jour au lendemain. Il y a une histoire, et c'est important de le connaître, parce qu'elle va continuer cette histoire et elle va nous toucher de plus en plus. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2010, EDF avait le monopole d'EDF, de l'électricité, c'était la seule structure qui desservait cette électricité là, dans tous les foyers, mais également les entreprises. On avait même des excédents d'électricité, on exportait à l'extérieur, hein, donc c'était vraiment, on était dans une période faste, hein, et puis on est tombé dans la phase de libéralisation aussi de ce qui se passait sur l'Europe, c'est-à-dire que c'était anormal d'avoir un monopole, donc il a été prévu en 2010, et notamment dans nos lois à partir de 2011, de faire en sorte que EDF vende une partie de sa production, à l'époque ça représentait à peu près 25% de sa production, à des fournisseurs privés, pour qu'ils puissent, alors à un prix bas, hein, un prix qui était un prix de production, un coût de production, qui était à peu près à l'époque de 42, aujourd'hui c'est 46 € le mégawatt. Tout à l'heure vous verrez la différence avec les autres chiffres. Et ces personnes-là, vous avez dû, peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs ont des contrats avec des personnes pour leur électricité qui n'est pas EDF, ça peut être Total Energy ou autre. Après, en fin 2021, on a eu une sacrée hausse du coût de l'énergie qui est arrivée, parce qu'il y avait le début de l'hiver, il y avait une demande mondiale forte suite au Covid, et puis on a commencé à avoir des premières centrales nucléaires qui ont eu des petits moments de fatigue. Donc, ce qui s'est passé, l'État a redemandé encore à EDF d'aller un peu plus loin, de vendre encore un peu plus de leur production, qui en 2022 représentait 43% de sa production. Donc il faut dire que dans cette période-là, on n'exportait plus rien. EDF n'avait plus assez de fournitures pour diffuser et proposer aux entreprises et aux particuliers. Donc il vendait à 46, à 43% de sa production. Et pour nous alimenter, il allait sur le marché libre pour compléter, hein, et il l'achetait au prix fort. Et on peut regarder maintenant la nouvelle. Là, c'est un diagramme de loin, vous ne verrez pas grand-chose, mais je peux vous expliquer un peu comment ça se passe. Au tout début, sur votre gauche, c'était l'époque où le prix du marché libre est important parce que c'est ça qui régule un peu aujourd'hui la note d'électricité que vous payez. Donc, à gauche complètement, c'est janvier 2020. Vous voyez, on est à peu près à 50 € le mégawatt. On avance dans le temps, tout est normal. Et puis, tout à coup, il y a un pic qui commence à monter. Là, c'est pas l'Ukraine. Hein, on est avant l'Ukraine, c'est fin 2021. Et on est déjà sur le marché libre à plus de 400 € le mégawatt. Donc, vous imaginez, 46, 400, déjà presque, c'était 10 fois le prix. Il y a eu des soubresauts, l'Ukraine est arrivée, et puis c'est monté jusqu'à 700, 800. Il faut savoir que ça, c'est un prix moyen. Donc ça arrondit les choses, mais l'électricité sur le marché libre se vend à l'heure. En fonction de la journée et des heures, vous avez des prix plus ou moins différents. Et donc ça peut monter à 1000 € le mégawatt, il y en a certains qui l'ont fait. Là, c'est redescendu parce qu'on est une période, on n'est pas encore dans l'hiver, mais ça va remonter. Et donc, tous ces différents coûts expliquent pourquoi aujourd'hui on a une inflation énorme, parce que l'énergie, en fin de compte, c'est l'élément déclencheur sur plein de sujets. Hein. Ça a amené à une hausse importante de l'énergie, pas de l'énergie, c'est sûr, mais de l'inflation. Donc, on va voir après à la suite les effets que ça a localement pour nous.
Merci Philippe. Alors, donc, page d'après, bon, là, on a fait un petit focus sur l'énergie électrique, mais donc, on voit, bon, on a appris ces chiffres, en fait, ils sont consolidés depuis le mois de septembre, on est là-dessus, donc, on vous a parlé de 15% à la radio ou dans les journaux télé ou les journaux papier, donc les 15% pour les particuliers. Pour les communes, donc, on voit que, je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde, on ne vous a pas demandé au fond. Didier, c'est bon, là? De l'autre côté, ouais, c'est nickel. Donc, on va avoir, il faut savoir que donc l'énergie qui éclaire le village, c'est pas le même contrat en fait que l'énergie qu'on a dans les prises dans nos bâtiments communaux, par exemple. Donc, c'est pas le même contrat. L'énergie d'éclairage, elle est que la nuit, de fait, par définition, et donc elle est moins chère. Et en plus de ça, elle n'augmente que de 50%. Vous le voyez en première ligne. On aura peut-être un petit que de 50%. Voilà. On aura des chiffres un petit peu plus précis après. Donc, l'énergie électrique basique, celle qui fait fonctionner cette enceinte de micro, là, elle va prendre 200% d'augmentation, cette énergie-là, donc x3. Et pour le gaz, ça va être x4. Donc, on aura 3 fois plus. En fait, tout ce qu'on dépensait 1 euro d'énergie gaz en 2022, l'année prochaine, on en consommera donc 3 de plus. Ça sera 4. Donc on aura 3 euros, 3 fois plus à sortir. Tout ça, on l'a évalué, donc c'est pas forcément très simple de faire des évaluations parce que les consommations varient d'une année à une autre. On évalue ça à peu près à 132 000 euros à trouver, uniquement pour le principe, le règlement en fait, des énergies, que ce soit gaz ou électricité, sur la commune de Montbazin. On a déjà pris quelques mesures, donc on en a parlé, c'est le premier slide, c'est la rénovation énergétique des écoles. C'était clairement la première priorité quand on est arrivé à la mairie, puisque c'est le bâtiment le plus grand, c'est celui où il y a le plus d'habitants, puisqu'il y a 300 ou 400 enfants, je ne sais pas, 300. Donc c'est là où il y a le plus de besoins de confort, il y a vraiment des besoins de confort, oui, et où il y avait beaucoup de déperdition d'énergie, évidemment. L'extinction nocturne, ben, vous le vivez depuis le 22 novembre 2021. Bien, ça recommence à depuis le 22 novembre de l'an dernier. C'est peut-être qu'il manque des piles, je sais pas. Donc je ne vais pas être devant le slide non plus. Voilà. Ici, c'est peut-être pas mal. Qu'est-ce que je disais? Non, l'éclairage, oui. Donc l'éclairage, ben, il coûte un peu moins puisqu'on éclaire moins longtemps durant la nuit. Et donc des mesures à venir. Donc on veut optimiser la gestion de nos équipements. Nous souhaitons paramétrer évidemment les régulations existantes en fonction des périodes d'occupation. Donc ça ne sert à rien de chauffer quand il n'y a personne. La consigne à 19, tout le monde en a entendu parler évidemment. C'est une loi qui date déjà depuis 40 ans ou 50 même presque. Ça doit dater du choc pétrolier des années 70. On a l'obligation de chauffer à 19 et pas plus. Tout le monde l'avait oublié, mais il va falloir s'y faire. 27 degrés minimum. Non. C'est maximum. Non, c'est minimum. On ne peut pas aller moins de 27 l'été sur les clims. Merci, Aurélien. Sur les clims, on ne peut pas mettre à 26. C'est interdit, c'est bien minimum. Je ne vais pas d'accord. Pour les locaux climatisés, ils ne sont pas très nombreux à Montbazin, mais par exemple, ici, il y a un système de régulation de chaleur pour l'été, et on va le faire régler aussi. Pour ne pas exagérer, il ne faut pas qu'on ait froid, contrairement au stade du Qatar, il paraît que les supporters se gèlent. Limitation, au lieu de regarder le foot, vous regardez les élus de Montbazin, ça fait plaisir ce soir. Limitation, je ne sais pas si on l'avait fait dimanche après-midi, si vous seriez venu. Limitation de l'utilisation de l'éclairage du stade, ça on en parlera un peu plus tard. Et donc on devrait assez rapidement décider d'agir donc sur le choix de la maison des associations, la maison des sports, et au complexe sportif aussi, où on s'est aperçu que les ballons d'eau chaude en fait fonctionnent H24, 7 sur 7, alors qu'ils sont utilisés parfois après certains matchs par des joueurs, et pas toujours. À la maison des sports, par exemple, le ballon d'eau chaude, il tournait en permanence, il n'est jamais du tout utilisé. On ne tire pas 1 litre d'eau chaude par jour, quasiment 2 litres. Peut-être un peu plus pour se laver les mains, mais personne ne se lavait les mains, ne se lavait, je veux dire, après les cours de danse. Ici, je passe la main à Stéphane et Bertrand. Non, restez pas trop loin dans ça. Ça, c'est bon. Pardon, donc oui, je continue là-dessus. Est-ce que vous voyez de loin? C'est bon. On a piqué cette infographie là qui est assez parlante, où on a mis nos chiffres à nous. Donc, la prévision de l'augmentation, je
Je pense que visuellement, on comprend quand même pas mal. Donc à gauche, vous avez combien on paye, à gauche, en rouge, c'est le gaz, au milieu, l'éclairage public, et à droite, l'utilisation de l'électricité dans les bâtiments publics. Ça peut être aussi au jardin méditerranéen, hein. On a des prises aussi là-bas pour les festivités, mais bon, on va simplifier avec les bâtiments. Donc on voit qu'on a de 14, on passerait à 50, c'est une prévision évidemment, à 58 kilo €, donc 58 000 € à dépenser de gaz au lieu de 14, 23 000 € au lieu de 15 000 € que nous estimons payer en 2022. C'est déjà une diminution de presque 20 000 €. Hein, c'est ça, c'est l'estimation, Stéphane. Donc en 2021, nous payions 35 000 € d'électricité pour l'éclairage public. Cette année, nous estimons, avec l'extinction décidée en novembre de l'an dernier, 15 000 seulement. Et l'année prochaine, donc, on devrait sortir 23 000 € si on laisse l'éclairage identique à cette année. Et donc de 36 000 € d'électricité bâtiment, on passerait à 108 000. Donc, ouais, 3 fois, 80, je ne sais plus combien ça fait, ça va faire 80 000 € à sortir avec là-dessus. Voilà. Et donc. Merci. Ouais, donc, les mesures à venir. Donc, on a commencé à réfléchir pour investir. Alors, notre souci, c'est que pour faire des économies d'énergie, il faut d'abord dépenser de l'argent. Et pour dépenser de l'argent, il faut avoir des capacités d'investissement. Et si demain, toutes nos capacités d'investissement passent dans le règlement de nos frais, de nos consommations, et ben on va être complètement piégé. Mais complètement piégé, c'est qu'on va continuer à dépenser beaucoup avec des néons, parce qu'on n'aura pas les moyens d'échanger. Donc il est impératif qu'on trouve des capacités d'investissement pour pouvoir investir dans l'avenir, comme on l'a fait avec l'école. Hein. On a mis de l'argent sur la table pour économiser plus tard. Et là, on est cloué au mur et il faut absolument qu'on trouve des économies. Voilà, c'était la première parole. Donc, dans les idées sur les systèmes favorisant les économies d'énergie, donc forcément l'éclairage LED, hein, on en met partout aujourd'hui, on ne met plus autre chose que du LED, mais tout ce qui est en place, ça coûte très cher de le remplacer. Tout l'éclairage public, tout le monde nous dit ouais, il faut mettre des LED, mais ça coûte une fortune de remplacer une ampoule par une ampoule LED. Quoi. La géothermie à l'école. Donc, alors nous on est un peu fous là, on est en train, pendant les vacances là, à Noël, on va changer la chaudière et on rachète une chaudière gaz. Donc ça paraît complètement aberrant, mais ça a malgré tout du sens. Donc je vais faire une toute petite explication parce que je pense que sinon les gens vont se foutre de nous. Bon, faut savoir qu'on a une chaudière à l'école qui est morte depuis déjà plusieurs années. On la tient difficilement en vie, elle ne s'arrête pas de tomber en panne, etc. Là, elle est encore en panne cette semaine. On doit réussir à la remettre en route lundi matin. On chauffe l'école avec des ventiloconvecteurs, donc il faut faire quelque chose. Et donc notre idée, c'était de lancer de la géothermie. Mais la géothermie, telle que c'est financé, etc., ça ne peut pas se suffire à lui-même. Il faut une autre installation avec la géothermie. Donc, l'appoint le plus simple et le moins coûteux, c'est l'appoint avec une chaudière gaz. Donc, c'est ce qui sera mis en place dans notre projet de géothermie, qui elle, coûte quasiment rien. La géothermie, c'est un peu d'électricité pour faire tourner la pompe, mais c'est de la chaleur naturelle. Et donc, mais en appoint pour les grosses périodes de froid, les 10-15 jours par an qu'il y a en période de très froid, la géothermie n'arrive pas à étaler, on est obligé d'avoir une chaudière d'appoint. Donc on a déjà investi dans la chaudière d'appoint de la géothermie qui va tourner tout seul tant que la géothermie sera en cours. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. On a, oui, des installations de chauffage très très vétustes avec des radiateurs avec robinet thermostatique, d'autres sans, d'autres qui ne marchent pas, qui sont cassés. Alors bon, il n'y a pas que d'entretien pendant des années, donc on a toute une reprise à faire sur à ce niveau-là. Il faut qu'on arrive à mieux gérer les salles communales. Celle-là est bien gérée parce que voilà, quand on est en route, on ne peut pas régler, on ne peut pas tricher sur la température. Mais il y a plein de salles où je suis sûr que cet été, pendant la canicule, à Occitanie, il y avait des salles où il était 21 degrés. Et ça, c'est impossible. Donc, il faut absolument qu'on mette en place des choses qui ne permettent pas aux utilisateurs de consommer de l'énergie inutilement. Et puis, on a un projet qui était déjà lancé en demande de financement, c'est l'isolation de la toiture de la mairie. Aujourd'hui, la toiture de la mairie est de fuit. La charpente est en train de se casser la figure. Ça fait des années que ça dure. Il y a des sauts, là. Donc, le projet, c'est de refaire cette toiture et bien sûr d'isoler en bouton.
Oui, donc sur les énergies renouvelables, on projette de réaliser au moins une étude de faisabilité sur la mairie, voire sur la maison des sports pour passer en bois. Comme vous savez, on est aussi au gaz sur ces deux bâtiments. Donc ça, on verra peut-être pour l'année en 2023. Donc ça, c'est quelque chose qu'on lancera avec l'énergie. Sinon, plus d'actualité, effectivement, comme Josiane en parlait tout à l'heure, on a le projet d'installation photovoltaïque citoyenne qui va se faire sur ce bâtiment. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous invite vraiment ardemment à souscrire, hein, puisque c'est des installations qui bénéficient d'1 € de la région. Pour 1 € citoyen, vous avez 1 € de la région, mais il faut quand même, il y a une condition, c'est qu'il faut un certain nombre de souscripteurs. Donc, il en manque, bon, je crois qu'on est à la moitié là, actuellement, c'est votre emploi, hein, une société coopérative qui a été montée là sur Poussin, qui s'occupe de ça. Donc, pour ceux qui l'ont pas fait, je vous invite ardemment à le faire. C'est aussi une manière de s'approprier ces questions énergétiques. Hein. C'est intéressant, au-delà effectivement de l'intérêt, hein, au lieu de placer son argent, je ne sais pas, sur la caisse d'épargne ou ailleurs, vous avez aussi cette possibilité-là de placer votre argent sur un équipement, voilà, sur un projet durable. Sinon, oui, donc par rapport au photovoltaïque, ça c'est quelque chose aussi auquel on va réfléchir. Avoir des installations sur les équipements, sur les services, les toits des services techniques, voire sur l'école. Donc ça, c'est des projets qu'on va peut-être amorcer en 2023, voire en 2024. Ouais, les projets de photovoltaïque en autoconsommation, ça pourrait paraître pas intéressant parce que au service technique, on consomme très très peu en fait, hein, c'est juste du passage. Mais ce qu'on peut faire maintenant avec le compteur Linky, c'est que ce que vous produisez sur un de vos bâtiments, si vous êtes propriétaire d'un autre bâtiment ailleurs, ben, cette consommation, ce que vous remettez sur le réseau, en fait, ça vient se déduire sur votre consommation d'un autre bâtiment. Donc ça devient tout à fait intéressant à l'échelle d'une commune qui est propriétaire de plusieurs bâtiments, donc ça devient tout de suite intéressant. Après, sur l'école, on est en zone, dans le périmètre de protection de la Chapelle, donc on n'a pas droit aux panneaux solaires. Je vais essayer de faire un rendez-vous avec les bâtiments de France. On va essayer de trouver des solutions parce qu'il y a des terrasses, les toitures de l'école sont très compliquées, l'architecte avait fait un truc assez sympa. Et il y a plein de terrasses qui sont un peu cachées par les panneaux, par les toitures. Donc peut-être qu'on arriverait à faire quelques panneaux solaires. Et là, pareil, on injecte sur le réseau et la géothermie plus du solaire, l'école elle approche de l'eau presque autosuffisante, quoi. Et pour revenir sur la sensibilisation, oui, il y a la sensibilisation des associations, mais il y a aussi la sensibilisation du personnel. Et Jérôme a commencé, là, il a peut-être fini, là. On réunit tout le personnel, équipe par équipe, et on resensibilise le 19, l'extinction, la surveillance, etc. Je suis allé au stade hier, il y a un radiateur qui est bloqué allumé dans un vestiaire. Voilà, c'est des trucs, et là, ils tournent encore, quoi. Donc voilà, on leur dit, il faut aller voir, il faut vérifier, il faut signaler, des systèmes comme ça. Merci pour l'énergie. Donc, en intro, je vous avais dit qu'il y avait 4 points sur l'inflation. Donc, il y a plusieurs. Donc, il y a le deuxième point qui impacte la commune, c'est fameuse augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Donc, on a parlé de 3,5%. Vous l'avez vu partout dans la presse, etc. Donc, en juillet, les salaires à travail identique et sans avoir de promotion particulière, tous les salaires ont pris 3,5% pour ceux qui sont fonctionnaires, évidemment. Donc, ça impacte la commune d'une cinquantaine de milliers d'euros. Nous, on pense en routine sur 2023. Et donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui était attendu et qui est tout à fait légitime, puisqu'on a eu, sur la dernière période, 10% d'inflation qui ne sont pas rattrapés avec ces 3,5%. Et donc, les fonctionnaires, eux, payent quand même ces difficultés-là d'augmentation de prix et leurs salaires qui ne suivent pas. Et donc, évidemment, ça fait quand même une dépense supplémentaire pour la commune à nombre d'agents identiques et ça coûte un peu plus cher. Nous avons évalué, donc la page d'après, voilà, Franck, merci. Donc, nous avons évalué l'impact de l'inflation, si elle reste, là actuellement elle est à 6%, on l'estime à 5% l'année prochaine, c'est vraiment au doigt mouillé, hein, on ne sait pas du tout ce que ça donnera, il peut y avoir d'autres conflits, mais en tout cas, donc, dans la situation actuelle, on imagine que ça va nous coûter 46 000 € de plus. Donc en fait, tout ce qu'on paye, l'année prochaine, on paiera plus cher. Donc de fait, il va falloir qu'on trouve de l'argent quelque part.
Le quatrième sujet, du coup, c'est tout ce qui est fiscalité. Donc, on fait un point, je garde près de moi Jérôme, parce que c'est des sujets qui sont compliqués à expliquer, même à comprendre d'ailleurs. Donc, là-dessus, donc, les recettes pour une commune, pas forcément que la nôtre, mais en tout cas, notre commune, elle n'a que comme recette principale les taxes d'habitation. En tout cas, c'était le cas jusqu'à présent. La taxe foncière sur le foncier bâti et le non bâti, donc les terrains. Les dotations de l'État, et donc ça c'est pour le fonctionnement. Au national, donc l'État a décidé de supprimer la taxe d'habitation et de la remplacer par une dotation. Donc on ne peut plus agir sur le taux de taxe d'habitation, donc c'est plus à la main des communes, donc là on n'a rien à faire. Les bases foncières, donc vous l'avez la ligne dessous, les bases locatives en fait vont a priori augmenter de 7%, donc ça c'est national, hein. L'État va décider d'augmenter la base de calcul de votre, si vous êtes propriétaire, de votre impôt foncier. Et il faut savoir que donc la mairie de Montbazin, en tout cas depuis que je suis maire et que nous sommes en fonction, en juillet 2020, 2021 et 2022, 3 fois d'affilée, nous avons maintenu les mêmes taux. Donc on n'augmente pas le taux d'imposition. Par contre, les bases suivent l'inflation en fonction de ce que décide l'État. On verra que pour nous, 7%, on pense que ça commence à faire pas mal pour les particuliers, pour les habitants de Montbazin. Donc, si on peut, on voudrait quand même pas jouer sur ce levier-là, parce que ça va être difficile pour certains d'assumer cette charge-là, en plus de votre caddie qui coûte plus cher, on en a parlé toute la soirée. L'augmentation de la dotation globale de fonctionnement, pour l'instant, le taux est fixé à 1,7%. C'est ce qu'on entend en fait dans les couloirs. J'étais à Paris la semaine dernière pour rencontrer des sénateurs, des élus, des maires, des présidents d'intercommunalités, des présidents d'associations de maires. Il y a un gros lobby qui est fait au niveau du national. Il y a 36 000 communes. Tout le monde a les mêmes difficultés que nous. L'État écrit ou dit partout qu'il est très généreux puisqu'il a débloqué le montant de la dotation générale de fonctionnement des communes qui était gelé depuis des années. Donc là, il augmente gracieusement de 2,7%, mais quand on voit à la page d'avant que tout coûte plus 6% de plus, il va nous en manquer, quoi. Donc, a priori, donc on aurait pour l'instant 1,7%. Il y a encore du travail, peut-être que la loi de finances n'est pas tout à fait finie, donc peut-être on aura un peu plus. J'espère pas moins. Pardon. Bonsoir à tous. Donc Jérôme de Coupigny, DGS de la commune de Montbazin. Simplement pour préciser, effectivement, je fais juste une petite parenthèse pour le point d'avant. Effectivement, on fait le point actuellement, on sensibilise énormément, même sur notre personnel, sur les économies d'énergie, sur la nécessité pour nous de faire un effort, parce que d'une part, on n'a pas le choix. Je crois que c'est assez clair de ce qui est dit là. Et aussi parce qu'on a l'obligation, peut-être plus que tout autre, d'être aussi exemplaire au niveau de la collectivité vis-à-vis de nos administrés. Donc, parenthèse par rapport à ça. Juste pour abonder par rapport à ce que dit Monsieur le maire, comme vous le disiez, effectivement, les maires et toutes les collectivités interviennent auprès de l'État actuellement. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup, nous-mêmes, on entend parler de beaucoup d'aides supplémentaires qui seraient éventuellement acquittées pour les collectivités, avec un vocabulaire qui est souvent assez on va dire imaginatif. On parle de bouclier anti-inflation, on parle d'amortisseur électricité. Malheureusement, toutes les mesures qui sont préconisées à l'heure actuelle par l'État et qui sont sur lequel il y a un échange avec les collectivités à l'heure actuelle, soit on ne rentre pas dans les cases, soit on aura trop peu. Donc malheureusement, on est beaucoup à ce stade pour l'instant en attente. C'est beaucoup ça aussi qui va nous permettre de dégager et éventuellement des marges en dehors des efforts qu'on peut faire nous-mêmes. Voilà, je voulais apporter cette précision. Merci Jérôme. Oui, vous avez une dernière ligne qui est assez technique à comprendre. On a noté participation au déficit national. Donc il faut voir que l'État a décidé d'interdire aux communes d'augmenter leurs dépenses de fonctionnement en 2023 au niveau de l'inflation INSEE. Donc il souhaite que nous diminuions, fassions un effort de limitation de nos dépenses. Donc pour 100 € dépensés en 2022, si l'inflation est fixée à 5%, l'objectif de l'État nous contraint de n'augmenter que de 4,5%. Donc au lieu de, si on achetait les mêmes choses avec 100 €, l'année prochaine on devrait dépenser 105, il nous demande de ne dépenser que 104,5. Donc c'est 0,5 en fait. À défaut, si on ne fait pas ça, on pourrait avoir des sanctions.
Bon, ça, c'est en cours de discussion. Les maires sont vent debout contre ça. Ça a été le sujet de la semaine dernière. A priori, pour l'instant, il n'y aurait pas trop de sanctions, mais on nous pousse de toute façon à limiter nos dépenses, ce qu'on va faire allègrement, parce que vous allez voir qu'on a quand même quelques idées. Je change de slide, Franck. C'est bon, merci. Là-dessus, donc, un point, alors je garde la parole alors que c'est un sujet différent, mais je reste à côté de Jérôme aussi. Le budget de fonctionnement de notre commune pour 2023, on l'évalue à 2,5 millions. Là-dessus, on a la plus grosse charge, c'est évidemment le paiement des salaires de nos agents, fonctionnaires ou contractuels. Et on a également, donc, bien sûr, des dépenses de gestion courante, que ce soit de l'entretien, des petites réparations, toutes les manifestations, les festivités, etc. C'est évidemment du fonctionnement, c'est le budget de fonctionnement, évidemment. Tous les consommables, l'eau, l'énergie, les frais divers et les intérêts d'emprunt. Tiens, c'est écrit 2 fois. Ça veut dire que ça nous fait mal. On a une petite slide là-dessus. Oui. Je descendais déjà la diapo, mais pour vous donner une idée sur les emprunts, là encore, il faut savoir que la collectivité gère encore des emprunts de longue date, en fait, qui ont été souscrits à une époque où les taux d'intérêt étaient malheureusement plus élevés. Il n'y a pas eu d'emprunt supplémentaire depuis. Là, on parle du capital d'emprunt en investissement qui est de 170 000 euros. Il faut savoir aussi que les intérêts d'emprunt, donc en section de fonctionnement, sont de 107 000 euros actuellement. Vous voyez, au total, on a 270 000 euros en fait d'emprunt. L'argent qui est bloqué, qui serait utilement, qui pourrait être utilisé utilement ailleurs. Et malheureusement, bon, voilà, ça vient aussi impacter un peu plus, malheureusement, notre capacité de déployer des nouveaux projets. Ouais, du coup, j'ai inséré mes phrases. Tu peux me le sortir, Franck, s'il te plaît? Ah, ça c'est bien. Ça fait de l'interactivité. Non, oui, j'ai sorti le tableau de la dette de la commune. On a 8 emprunts en cours. Franck va nous le trouver, je pense, parce qu'il est long. En fait, la commune n'a pas emprunté depuis 2013. Donc, il y a eu 8 projets de 1999 à 2013 pour un montant global de... C'est pas assez grand, je pense. Mais, c'est encore pas assez grand. Donc, moi, c'est assez grand, donc je vous le dis. Voilà, c'est géant. Donc, vous voyez... cette belle écriture, c'est moi à gauche. Donc nous avons 8 emprunts, dont le plus récent est de 2013, Jérôme vient de vous le dire, donc ça fait presque 10 ans qu'il n'y a pas eu de projet nécessitant d'aller voir les banques. Et effectivement, ça n'a quand même pas super passé trop grand-chose les 10 dernières années. On voit que cette année, on fait beaucoup de choses sans emprunt, puisqu'on a récupéré 1 million, je reboucle avec ce qu'on vous disait tout à l'heure, on a récupéré de l'argent frais de l'extérieur. Mais en tout cas, chez les banques, vous voyez les taux d'intérêt qui vont de, le moins c'est 4,15 jusqu'à 6,17, non c'est 3,75, pardon, le plus petit, petit taux d'intérêt. Et on a encore un crédit qui va durer jusqu'à 2031 avec 6,17% de taux d'intérêt. Et donc, on avait emprunté, la commune de Montbazin avait emprunté 4 millions d'euros à la banque. Il nous reste encore 2 millions à rembourser. Ça nous coûte, comme le disait Jérôme, 270 000 euros chaque année, 170 de capital et 100 000 euros d'intérêt. Je voulais préciser un truc, c'est que vu les durées, vous avez des crédits qui durent sur 30 ans, parce que c'est des équipements qui ont une durée de vie longue. Donc c'est tout à fait normal de s'endetter pour une commune. Lorsqu'on construit un stade ou qu'on achète la maison des sports, elle va durer pour les générations. Nos petits-enfants s'en serviront encore quand on ne sera plus là. Donc le payer sur 30 ans, c'est pas encore trop gênant. Sauf que là, il y en a eu quand même quelques-uns successifs. Et donc nous constatons, alors là, c'est faire un zoom complètement à gauche. Là, j'ai fait la liste. Donc en 2024, on en a un crédit qui s'arrête, 2024, 2028, 2029, 2031, 2032, 2033 et 2 qui s'arrêtent en 2036. Pour schématiser, 2036, c'est donc dans 14 ans. Dans 4 ans, moi je suis plus maire, sauf si vous me réélisez. Donc je resterai encore 6 ans de plus, ça fera 10. Il restera encore 4 ans, donc c'est pas moi, parce que moi je me suis engagé à faire que 2 mandats, je vous l'ai dit ici même il y a 3 ans. Donc ça sera plus moi le maire. Et il sera encore bridé par dans cette façon d'investir par 2 crédits qui se finissent en 2036. Voilà, donc c'était le petit focus sur l'endettement. On voit que ça rejoint en fait ce que j'ai dit sur la fiscalité. C'est fiscalité, on veut essayer de ne pas vous demander, nous aussi on est contribuables, mais on veut essayer de demander aux contribuables de ne pas trop, on ne veut pas lui demander d'assumer cette crise.
autant que possible, et on veut essayer de faire quand même quelques investissements sans avoir recours à l'emprunt et de ne pas continuer à monter cela. Donc en 2024, on termine le crédit, et après, moi, je vous demanderai de passer aux urnes en 2026, et il n'y aura pas de nouveau crédit fini. Il y en aura encore 7 à continuer dans le mandat d'après à payer tous les ans. Qu'est-ce qu'il y a comme page supplémentaire derrière? C'est là? Ah, c'est encore moi. Décidément, c'est le privilège. Alors, super. Alors, l'impact budgétaire pour 2023. Donc là, on a fait des simulations. Donc là, on retrouve la petite bouteille de gaz rouge là, que vous avez vu tout à l'heure avec les éclairages publics, etc. Donc nous, on considère que ça va coûter 132 000 € de plus à service égal, en fait, un service identique. Nous pensons que l'année prochaine, il faudra sortir 130 000 € de plus pour les énergies. Le point d'indice, on l'a vu tout à l'heure, on considère que les salaires vont augmenter et que ça va nous coûter 50 000 €. L'inflation, tout ce qu'on achète, c'est 46 000, on l'a vu aussi. Et la fiscalité, donc l'État nous demande de faire un effort aux alentours de 12 500 €, donc ça nous demande des efforts à hauteur de 240 600 €, qui est à peu près ce qu'il nous reste d'habitude. Donc on va vider nos caisses. Oui, c'est pas ces 4. On revient là-dessus? Ah oui, pardon. En effet, on est parti sur les intérêts d'emprunt et nous n'avons pas parlé de notre profil budgétaire communal, deuxième partie. Donc, je vous ai parlé du budget de fonctionnement, tout le premier chapitre, là, tout ce qui était dedans, et on a zappé quand il y avait marqué intérêt d'emprunt. Donc, sur la section de fonctionnement, c'est terminé. Investissement, elle est alimentée, la fonction d'investissement, par une marge qui est constituée par les économies qu'on fait sur la section de fonctionnement. Je vous ai perdu, je reprends. En fonctionnement, nous avons les dotations dont je vous ai parlé tout à l'heure et les impôts qui nous permettent de dépenser de l'argent. Lorsqu'on en dépense un peu moins une année, on bascule tout ce qu'on a économisé pour l'année d'après pour faire des investissements. Cette somme-là, elle est évaluée en moyenne sur les quelques dernières années. Je me tourne un peu vers Jean-Claude, je me fais trop beaucoup ce soir. Et Jean-Claude est là pour veiller avec son ordi, là, au cas où je dis des bêtises. Donc on a à peu près 300 000 € qui nous servent à investir chaque année. Donc c'est des économies de l'année précédente. C'est une moyenne sur les combien d'années? 5-6 ans? Sur les 10 ans? Voilà, à peu près 300 000 € à investir sur l'année. Là-dessus, Jérôme vous l'a dit, on doit quand même payer nos emprunts, parce que sinon les banquiers vont venir nous tirer les oreilles. Donc on a parlé de 170 000. Évidemment, c'est variable, puisque chaque année, ça change. C'est comme chez vous, on paye plus d'intérêt au début et un peu moins de capital à la fin. Et plus d'intérêt au début et plus de capital à la fin. C'est l'inverse. Et donc, on sait qu'on a aussi des projets et des gros travaux à engager. Donc, vous voyez les chiffres à peu près comment ça se dispatche. Donc, si on veut continuer à investir sur des projets, que ce soit une voirie ou n'importe quoi, ou une rénovation de bâtiments encore, on n'a pas le choix. Il faut continuer à créer à dégager des économies sur notre budget de fonctionnement. La page d'après, donc je l'ai déjà dit, on arrive à 240 000 €, donc on voit très bien que si on part de 300 000 et qu'on enlève 240, il n'y a pas assez pour payer le crédit. Donc il nous manque de l'argent pour payer les banques. Merci Bertrand du rappel. Donc là on passe à quoi? C'est toujours ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ces 3600, est-ce que vous pouvez me rappeler qu'est-ce qu'on avait mis là-dessus? C'est une recette de quoi ça? Ah oui, alors oui, on évalue des recettes supplémentaires. Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas de recettes particulières, parce que vous savez qu'on a très peu d'entreprises, on n'a pas de parking payant, on n'est pas propriétaire d'un camping ou ce genre de choses-là municipales. Certaines communes ont des entrées d'argent qui viennent un peu de partout. Nous, c'est très très vite fait, hein. Jérôme, c'est une simplicité de notre budget. Nous, on a la dotation, comme on l'a dit, l'État qui nous donne de l'argent, et puis après, on a un peu de régie avec la location de cette salle. Quand vous faites un anniversaire ici, vous donnez un peu d'argent. Ben ça rentre un peu là-dedans. Ça va peut-être un peu augmenter parce que ça fait longtemps que ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui rentre? Rien. Voilà, alors la cantine, effectivement, c'est une avance où on achète les repas et on les revend aux parents. Et ah oui, il y a ça qui rentre aussi. Le loyer de l'antenne Orange qui est situé. Il y a quelqu'un qui habite à côté.
C'est polémique, on en a parlé beaucoup ici aussi, mais c'était il y a des années. Oui, voilà, donc, et on a des entrées qui sont des emplacements pour, genre le mec qui vend des matelas de main, là. Donc c'est ridicule, donc c'est voilà, 3 000 € d'augmentation, c'est pas beaucoup. La fiscalité, les bases foncières, donc ça pourrait représenter 80 000 € de rentrée. Donc ça, c'est vous et moi qui le paierons, hein, la commune. Enfin, à l'État d'abord, et ça reviendra à la commune. Des aides de l'État sur les énergies, on a mis en cours d'évaluation, et ça ne va faire vraiment pas grand-chose. Ça, c'est Jérôme qui le disait de manière polie, mais en gros, on se fout un peu de nous. L'État fait de la com. Les ministres viennent parler dans les journaux télévisés en disant qu'il y a des amortisseurs, le filet de sécurité, le je sais pas quoi, le bouclier, etc. Mais en gros, si l'énergie coûte 1 milliard, il nous donnera 3 €. Voilà. Et donc nous, ça ne va pas faire grand-chose. Et l'évolution de la DGF, on ne peut pas la déterminer tout à fait encore. Voilà. Alors donc, si on fait un peu nos calculs, si tant est qu'ils soient précis, mais on imagine qu'il va, et on va avoir comme charge, donc une fois déduit des augmentations, ce que nos dotations, nos recettes vont augmenter aussi, on va être chargé de 156 000 €. Donc si on veut garder notre capacité d'investissement, je reviens à ce qu'on disait sur les travaux de voirie, bâtiments, etc., si on veut revenir à 300 000 comme on fait d'habitude, il nous faudrait économiser 156 000 €. Voilà, donc là, oui, ben, ah oui, ben oui. Ah, c'est sauf crise plus grave ou alors, effectivement, l'augmentation des salaires pourrait être un petit peu plus élevée s'il y a un conflit social et que l'État décide d'augmenter le SMIC et le salaire des fonctionnaires. Ben, de fait, on va payer, nous, on va suivre encore. On peut pas. Je sais pas, je veux comment vous faire, on est obligé de payer nos charges. Nos salariés, nos agents de travail, ils sont payés au prix que la norme prévoit. Et évidemment, il peut y avoir d'autres crises avec l'énergie, on l'a imaginé à x4, x3, mais ça peut être x10, on ne sait pas, ça ne maîtrise pas du tout. Donc, sur ce calcul réaliste, mais qui pourrait être peut-être un peu trop optimiste, on ne sait pas. En tout cas, on parle aujourd'hui d'une économie nécessaire de 156 000 € pour continuer à faire la même chose qu'on faisait jusqu'à présent. C'est pour moi, c'est Respire. Oui, alors j'ai oublié de vous donner une petite information tout à l'heure pour que ça soit bien clair. Vous savez, il y a le marché réglementé, les prix réglementés, et puis le marché libre. Les particuliers, pour certains, sont en prix réglementé, s'ils sont passés chez EDF ou chez Engie pour le gaz. Et par contre, si vous êtes resté chez un autre fournisseur, vous êtes sur le marché libre. Alors faites attention à vos contrats. Nous, la commune, on est une commune de 3 000 habitants, on est sur le marché libre. Donc on subit de plein pot les fluctuations, on n'est pas bloqué à 4%, 15% comme les particuliers qui sont sur le marché réglementé. Et on n'est pas considéré comme une petite entreprise qui, elle aussi, bénéficie du tarif réglementé. Donc tout ça, ça explique un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, on a cherché pas mal de pistes d'économie avant de venir vous solliciter sur autre chose. On a déjà de l'économie qui va arriver en 2023, puisque avec les travaux qui ont été faits, Bertrand en parlait tout à l'heure, de la rénovation des écoles, ça va nous permettre et en plus avec la nouvelle chaudière qui va arriver, on arrive à 18 000 € de gains pour l'année 2023. On a fait aussi des diagnostics. Alors ça, pour l'instant, ça ne rapporte rien, mais ça nous permet de mieux cibler, je dirais, les endroits où on doit faire des travaux. L'éclairage public que vous avez eu, du moins l'extinction de l'éclairage public que vous avez eu pendant l'année 2022, grosso modo de 23h à 5h15, et puis l'été, c'était un peu plus tard. C'est vraiment très important le gain qu'on a pu avoir dessus, un peu plus de 27 000 €. L'optimisation de la masse salariale, quand on dit ça, c'est qu'on fait en sorte si on peut éviter de renouveler, si une personne part à la retraite, si on peut éviter de le faire, c'est pas plus mal. On a aussi travaillé avec les associations pour
trouver des solutions. Et franchement, je les remercie encore parce qu'elles ont vraiment joué le jeu à fond pour trouver des idées. On en a pris certaines, hein, notamment le fait de baisser la température à 19 degrés qui paraît une évidence, mais ce n'était pas du tout le cas dans tous les locaux. Et tout le monde est d'accord pour y aller, pour faire le jeu, ce qui est important. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté de tout le monde. L'idée aussi de mettre des LED pour diminuer les coûts d'énergie. Donc tout ça, ça fait partie des 9 000 € qu'on a derrière. On a aussi appliqué des réductions sur... Il y a des choses qui ont aussi été vues, enfin des pistes, hein, donc on va vous soumettre après tout à l'heure, hein, de diminuer par 2 la fête de la Garrigue pour baisser les coûts, de réduire aussi des formules, trouver des formules moins coûteuses dans les manifestations, de façon aussi à réduire les coûts. Oui, je vous tenais quand même à vous dire que déjà, on avait déjà bien regardé les manifestations, les coûts, et on avait déjà fait des économies. On essayait de réfléchir pour vous faire d'autres propositions dans l'année. Voilà, par exemple, le spectacle de Noël n'existait pas, il a eu lieu samedi dernier. Voilà, c'est en faisant un petit peu des économies d'un côté où on arrivait à proposer autre chose. Le cinéma en plein air aussi, par exemple. Donc là, bon, il va falloir encore trouver des solutions. Voilà. Oui, non, on listait donc Philippe, vous listez quelques projets éventuellement, donc revoir l'amplitude de la fête de la Garrigue, essayer de gagner un peu sur les festivités, et on a d'autres pistes. Donc là, en fait, on arrive un peu au terme de cette présentation qui était très longue. Je vous remercie pour l'attention. Personne ne s'est endormi, donc c'est très bien, merci. Non, alors là, en fait, on arrive à un slide où on voudrait présenter, donc vous êtes une cinquantaine ce soir, déjà que vous sachiez qu'on va consulter la population pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce qui est attendu par les habitants, donc que ce soit très clair. Nous, on a des dépenses supplémentaires, on a des dotations qui ne suivent pas, et on a donc des économies à faire, et on souhaite que tout le monde sache quelle est la liste qu'on a identifiée. On peut même vous laisser du libre si vous avez des idées lumineuses auxquelles nous n'avons pas pensé, d'économies. Et on a dressé un tableau. On a des décisions que nous prenons nous-mêmes, en fait, qui sont, Philippe l'a dit, de diminuer à 19 degrés, par exemple, le chauffage des bâtiments. Ça, on le décide nous-mêmes, on va vous demander l'autorisation d'appliquer la loi. Par contre, on a toute cette liste-là, je ne sais pas si elle est très visible, mais c'est des possibilités d'économie. Est-ce que tu peux me dire la somme, Franck, s'il te plaît? C'était 140 000 alors, c'est ça? Vas-y, si tu l'as sur le tableau. Voilà. Donc on a identifié pas mal de choses. C'est pas c'est des propositions, c'est pas des décisions, c'est toute une liste. On a combien, une méthode hein, de possibilités d'économie. Je regarde au milieu, par exemple, sur la fête nationale. Nous pensons qu'on peut faire une fête nationale digne de ce nom, mais sur une seule journée, en économisant 4 000 €. C'est comme ça qu'on lit ce tableau-là. Je prends un truc le plus cher, par exemple 20 000. Arrêter de remplacer le mobilier urbain dégradé. En gros, c'est pas nickel mon bazin, mais on peut se dire que cette année, s'il y a des bornes, là, des trucs qui ont été pliés par des véhicules en reculant, on ne les remplace pas. Donc on pourrait économiser une vingtaine de millions d'euros là-dessus si on décide de ne rien faire. Il y a 145 000 € là-dessus, et on a un choix de combien? C'était de 80? C'est ça? 70 ou 80? Dis-moi. En fait, si on applique toutes les décisions qu'on a déjà prises, sur les 156 qu'il faut économiser, il en resterait 81 à trouver. Là, il y a 144 000 € de propositions auxquelles on n'adhère pas forcément, on va pas du tout faire ces économies, mais de toute façon, on va pouvoir trouver 81 000 €. Donc là, il y a un échantillonnage qui fait 140 et quelques milliers d'euros, peut-être qu'il y a d'autres idées. Et donc, il faut savoir que si, par exemple, je ne sais pas, moi, on ne réduit pas les subventions d'associations, pourquoi pas, bien sûr, mais il faudra trouver l'économie autre part. Donc, peut-être qu'on fait toujours le passage piéton à 15 000 €, on fait plus de traçage de voirie, on arrête l'entretien du stade, pourquoi pas, mais si on arrête les 14 000 € d'entretien du stade, il n'y a plus d'équipe.
il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et nous, on ne veut pas le décider seul. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait un grand produit qu'il va falloir discuter. Donc ce tableau, en fait, est assez compliqué à suivre, peut-être, mais 95, il faut trouver 95. D'accord. Bon, on refera les calculs, mais là-dessus, donc on n'a pas le chiffre, mais on a 140 000 euros potentiel d'économie et 95 à trouver là-dedans. Donc l'idée, c'est qu'on vous distribue, pas qu'à vous, parce qu'il y a 3000 habitants dans le bassin, quand même, donc les 3000 ont le droit de vote, peut-être pas les enfants, parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour comprendre ce truc complexe. L'idée, c'est de vous distribuer dans les prochains jours, juste après, s'il te plaît, dans les prochains jours, vous distribuez un bulletin de vote et que vous puissiez faire votre marché sur ces propositions-là pour savoir ce qui vous semble pertinent de réduire ou d'enlever pour arriver à maintenir nos finances. Donc, je prends un exemple peut-être de l'extinction de l'éclairage, on en a parlé, ça rapporte tout de suite de l'argent, c'est reconnu quand même assez majoritairement dans le pays maintenant comme du gaspillage, éclairer la nuit, partout, et ça rapporte beaucoup d'argent. Donc si excusez-moi, extension de la plage, ouais, extension. Non, c'était extension de la période d'extinction, c'est pas grave. Donc en fait, effectivement, si on éteint à 22h au lieu de 23, on va économiser 1 heure d'éclairage et ça représentera plusieurs milliers d'euros. C'est un choix, mais on peut aussi continuer à éteindre qu'à 23 heures et faire le reste. En tout cas, il va falloir faire la somme là-dessus. Je pense que c'est pas très simple à saisir comme ça, mais nous, on voudrait que d'ici la fin de l'année, au plus tard, on puisse avoir le retour de la population et que vous nous disiez ce que vous pensez qui est facultatif ou qui est malheureusement nécessaire. Donc des efforts importants pour les services. Il s'agit de maintenir au maximum. Oula, c'est la fin. Anna, je pense qu'on a fini, Franck, tu changes la page, s'il te plaît. Et donc, ça serait bien, effectivement, les échanges. Si tu veux te lever ou quoi, et je vous formulerai si on a. J'ai plusieurs questions. D'abord, ces économies sont prévues pour combien de temps? Deuxième question, est-ce qu'il est possible de renégocier certains prêts qui sont vieux et qui sont à 6 et quelques? Et la troisième question, je ne me rappelle plus. On va commencer par la deuxième. Alors, la réponse est non, on ne peut pas renégocier parce qu'on n'est pas des particuliers, qu'on est allé voir les banques et on ne gagne rien en fait. C'est-à-dire que si on renégocie, ça veut dire qu'on nous rachète les prêts et s'ils nous mettent des intérêts nuls, c'est pas... On paye les pénalités. Les pénalités sont calculées en proportion de ce que la banque perd en perdant le client. Hein, donc c'est pas rentable. Les banquiers qui vous rachètent vos crédits anciens en tant que particulier, ils vous vendent toujours une carte bleue, un compte courant, et ils vous récupèrent en tant que client. Nous, on n'a pas de carte bleue, on n'a pas de banque, en fait. On n'a aucune banque. Les services financiers qui nous ont fait des crédits dans le passé, on a été clients ponctuellement, mais on n'est pas attaché à eux, à part par ce crédit-là. Ta première question, c'était la durée. En fait, la difficulté, c'est que l'année prochaine, on va peut-être avoir 3 millions à économiser parce que la baguette sera à 12 euros. Je ne peux pas le deviner, en fait. Mais les bonnes pratiques pourraient peut-être être perdurées, les efforts pourraient être ponctuels, mais tout ce qu'on va investir, par exemple, sur l'isolation, de fait, ça va être à vie. Hein. Les bâtiments ils sont isolés, ça servira d'économie d'énergie pour toute la vie du bâtiment. Est-ce que je peux vous demander si vous avez compris en fait le principe même de la consultation? Est-ce que vous avez compris ça? Oui? Dis-moi, vas-y. Oui, vous dites que vous êtes en règlement libre pour l'EDF. Pourquoi ne dites pas l'EDF? Alors, on est à l'EDF. Non, vous dites que vous étiez en règlement libre. Alors, on n'a pas de... C'est pas un prix régulé. C'est pas un tarif réglementé. Donc en fait, vous savez qu'il y a des particuliers qui ont décidé de quitter EDF et qui sont partis chez un concurrent et qui n'ont pas de tarif réglementaire. Et donc, jusqu'à présent, pour récupérer les clients, ils sont des au tarif de tout le monde. Mais comme il n'y a pas d'intervention de l'État, ils peuvent très bien coûter le double donc pour les particuliers. Et pour nous, en fait, on a un tarif qui était standard. On finit par montrer le prix du marché, il est à 50, pas montrer longtemps, donc on payait le prix normal. Et en fait, les communes, aucune commune et aucune entreprise n'a de tarif réglementé par l'État. C'est-à-dire que là, en fait, aujourd'hui, moi, ma facture d'électricité, je paye, je sais pas, dans les 200 € par mois, d'EDF,
si ça coûte 300 €, l'État en fait donne 100 à EDF en fait. C'est comme ça que c'est réglementé par l'État. Et donc les boulangers ou les directeurs de stations de ski, par exemple, qui ont des machines qui tournent là, pour faire monter les skieurs dans les alpages, là, pour les faire descendre avec leur ski, ça coûte extrêmement cher en électricité, et également les machines, la neige artificielle. Hein. Donc tout ça, c'est x10 leur facture. Donc il y en a certains qui ne vont pas ouvrir parce qu'ils vont être en faillite. En fait. Les boulangers, ils ont des fours qui marchent à l'électricité. Quand l'électricité coûte quelques euros, c'est très bien. Quand ça coûte quelques centaines d'euros, ben, ils n'y arrivent plus. Et nous, en fait, on est dans cette situation-là, on n'est pas dans une situation de particulier. Je ne sais pas si ça... J'ai l'impression de reparaphraser, en fait, on l'a dit plusieurs fois, donc les particuliers, pour l'instant, sont protégés, comme rien, avec une barrière à 15% qui n'est pas anodine, hein, quand même, c'est 3 fois l'inflation, en fait, qu'on va payer sur l'énergie électrique. Ça va nous faire un peu mal l'année prochaine, mais on pense que la majorité des particuliers vont réussir à passer ce cap-là. Nous, si on avait 15%, on signe de suite. Hein. Et on va avoir, nous, 300%. Une petite précision aussi à ce niveau-là. Il faut dire que si ces tarifs explosent pour toutes les entreprises et pour toutes les collectivités, et non pas pour les particuliers qui sont toujours avec le tarif réglementé d'EDF, c'est lié à une décision du président et donc du gouvernement qui consisterait du jour au lendemain à sortir du marché européen de l'énergie, auquel nous adhérons volontairement, qui sert à subventionner et à sortir de l'impasse les industries allemandes. C'est très clair. Alors que si nous sortions de ce marché européen de l'énergie, ce qu'a fait l'Espagne, ce qu'a fait le Portugal, sans sortir de l'Europe, donc il n'y a pas de conflit, il y a simplement une décision ferme à prendre, et à ce moment-là, le tarif redeviendrait comment dire, un tarif EDF, qui serait certainement augmenté, ce qui n'exclurait pas les coupures puisqu'on a perdu en production, c'est un autre problème, mais qui permettrait d'avoir une augmentation qui soit, disons, raisonnable dans la situation actuelle. C'est uniquement une décision politique possible du jour au lendemain qui nous permettrait de traverser la crise. Alors c'est une décision politique, mais qui ne relève pas de la commune de Montbazin, qui s'imposerait à nous. Je ne sais pas si tout le monde a entendu l'intervention de Yvon, et donc effectivement, politiquement, l'État pourrait choisir de voter une loi. Et complètement, tout ce qu'on s'est dit ce soir peut être complètement chamboulé du jour au lendemain. Alors, ça, malheureusement, alors vous pouvez militer, vous pouvez aller voir vos députés pour aller faire des lois, mais c'est pas la commune de Montbazin seule qui peut faire du lobby suffisant auprès du président. Je vous dis, on est 36 000 maires, voilà, je suis pas de cela. Est-ce que réellement vous avez bien compris le principe de notre consultation? On va vous poser une question maintenant, si après vous parlerez à vos voisins. Et l'utopie, c'est qu'on ait 3 000 retours. Pas 40, hein, voilà. L'utopie, c'est de la barre. Voilà. L'objectif, c'est allez, 2500 retours et je suis content. Oui, les enfants, ça nous a enfants. On a fait une soirée, comment économiser 150 000 €. Dès qu'on peut faire une autre soirée, on gagne de l'argent. Est-ce que c'est possible? Alors, je vous invite à le dire à vos voisins quand vous trouverez le bulletin dans votre boîte aux lettres, marquer des idées pour noter dessus si vous avez des idées justement pour gagner de l'argent. Pourquoi pas? Et j'en ai pas trouvé beaucoup des pistes. Mais effectivement, je vous ai parlé des paramètres. En fait, ça rapporte beaucoup d'argent aux communes. Et c'est une décision politique. Frontignan a décidé qu'il ne mettrait jamais un parking payant, nulle part, notamment à la plage évidemment, ou au parking de la gare. C'est une décision politique qui est prise par la mairie de Frontignan, c'est une mesure sociale en fait pour eux, hein, puisqu'ils veulent que les gens populaires et faibles revenus puissent prendre le train et aller à Montpellier ou à Sète travailler et aller à la plage sans payer. Voilà, nous je ne vois pas où on pourrait mettre un parking payant et qui accepterait cela, mais il y a peut-être des pistes pour faire payer, on disait pollueur-payeur, mais utilisateur-payeur, on pourrait peut-être éventuellement louer certaines choses, je ne sais pas. Ah oui, alors on vous propose d'augmenter. Après avoir passé la soirée à vous dire qu'on ne voulait pas augmenter la taxe foncière, vous verrez que dans le tableau, on vous propose d'augmenter la taxe foncière. Mais peut-être que vous accepterez pas. Voilà, c'est une proposition de recettes supplémentaires, c'est
augmenter les impôts, mais on pense que ça va avoir un impact psychologique très important, avec un retour d'argent qui sera assez faible. Donc c'est très simple pour nous, ça fait déjà 3 fois qu'on laisse les taux au même niveau, et on peut le communiquer, on peut dire on n'a pas augmenté les impôts. Si on augmente même de 1%, ben, on ne pourra plus jamais dire ça. Tu vois le principe politique. Ah, juste après, dans les bâtiments communaux, nous avons l'ancienne cave coopérative et le bâtiment de l'ancienne pharmacie. En particulier pour l'ancienne pharmacie, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le rentabiliser? Oui, l'ancienne pharmacie, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt en tout début d'année. En fait, ça a traîné un peu la pharmacie, on peut en parler, c'est pas secret. Donc il y a une convention de copropriété qui existe entre le local du rez-de-chaussée et le local du premier étage. Dans cette convention de copropriété, le local du rez-de-chaussée est minoritaire, largement minoritaire, et dans cette convention, il y a des clauses qui interdisaient certaines choses, notamment de mettre en place en bas des commerces, des restaurants, poissonneries, boucheries, etc., etc. Le logement s'est vendu il n'y a pas très longtemps, et donc on avait espoir avec le nouveau propriétaire de changer cette règle de copropriété de manière à pouvoir ouvrir ce commerce à un usage tel qu'un restaurant par exemple, ou un traiteur, un primeur, etc. Bon, on a fait du travail avec Philippe, là, on l'a rencontré plein de fois. Bon, on n'a pas réussi à le convaincre, c'est clair, il ne veut pas, il a le droit, c'est comme ça. Donc, c'est récent, il a pris sa décision il y a un mois et demi. Donc, maintenant, on sait qu'on ne peut plus faire de resto. Donc, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès des privés. Si quelqu'un veut nous louer ce local pour faire quelque chose d'intéressant. Sachant que nous aussi, on aura notre mot à dire dans notre choix sur l'usage qu'ils en font. On n'a pas envie que ce soit, par exemple, des bureaux avec le rideau fermé, on veut que ce soit une place commerçante, donc on aimerait que ce soit un commerçant. Maintenant, c'est du commerce. Et quelque chose de vivant. Bon, la cave, je peux en parler. C'est un peu... Donc la cave, c'est pas compliqué, la cave, comment le dire poliment, c'est un achat qui a été fait il y a 3-4 ans, qui a été fait 300 000 €, ça a coûté à la commune. Donc aujourd'hui, on a un bâtiment, on ne peut rien en faire. On a essayé quelques trucs, mais on n'y arrive pas. Quand on a payé 300 000 €, il faut 300 000 € pour le démolir. Et une fois qu'on aura démoli, on aura un beau terrain de 5 000 m² non constructible. Voilà, donc on doit être... il n'est pas constructible parce qu'il est inondable. Donc en fait, on a certainement le terrain le non constructible le plus cher de France, peut-être. Voilà. Oui, dans l'ancien programme, il y avait un plan, en fait. Ils avaient l'intention dans le projet, c'était le projet de l'autre liste, d'en faire un gymnase. Donc ils avaient réussi, avec la DDTM, d'avoir presque une autorisation. Il y avait une lettre d'engagement, c'était bien avancé. Sauf qu'aujourd'hui, on pourrait faire un gymnase. Voilà. Mais on a déjà beaucoup de mal à payer nos locaux qu'on a là, vous avez vu, on paye encore des crédits pendant 30 ans. Là. Et si on fait un gymnase, bon, c'est plusieurs millions d'euros, c'est pour un usage, voilà. Bon, c'est pas notre souhait, c'est pas notre volonté. C'est surtout trop cher parce que, vu ce qu'on a vu ce soir, on ne peut pas sortir 1 million d'euros et un gymnase, c'est entre 4 et 5. Voilà, et il y a 2 millions d'euros d'emprunts à rembourser. Enfin voilà, il est là le problème. Et des centaines de milliers d'euros d'entretien, de chauffage, d'usage, etc. Juste pour préciser, alors ça a l'air évident parce qu'on est le nez dedans depuis 2 ans, mais pourquoi le bâtiment est en ruine et pourquoi il est aussi difficile à réutiliser? Quand on le voit de l'extérieur, c'est pas forcément flagrant. Les cuves en béton armé qui contenaient le réseau, en fait, tiennent le toit, en fait. Donc, si on enlève l'intérieur pour avoir une surface grande, comme on l'imagine de l'extérieur, le toit se casse la gueule, donc en fait, il faut tout enlever et tout reconstruire. Donc, c'est 300 000 € de pelle mécanique là, à gratouiller, là, et donc on récupère du gravier à côté, et puis ça fait un super champ.
Et faire une zone artisanale, là, avec des... Ah, eh bien, si, notamment. Donc, on ne peut pas construire. Si, on peut construire, mais si on se met à 1,20 m au-dessus du sol, Elle est toute petite. ah, ça coûte très très cher. Comment Mais la zone constructible, elle est toute petite. Ah, une zone bleue qui est toute Ouais, bande. toute petite. Après, c'est une zone rouge. C'est franchement, alors je vous le dis là, vous êtes représentant de la population, vous êtes, je dis 50, mais il y a aussi mes élus. Franchement, c'est quelque chose qui m'ennuie, mais vraiment, quoi. Depuis à peu près le 15 mars, vous voyez, 15 mars 2020, depuis que je suis maire. Voilà. Alors, tu n'as pas compris ma phrase. Depuis le 15 mars 2020, ce sujet-là m'ennuie. Ça fait partie des sujets qui me causent des insomnies, quoi. Parce que c'est un endroit dangereux et c'est un endroit qui est moche. Et c'est notre entrée de village en venant de Gijan, et tout le monde nous dit qu'est-ce que vous faites avec ce machin-là. Quand je fais venir un député, un voisin, quand on fait un conseil communautaire ici, il passe par là, il dit c'est quoi ce machin-là? À qui c'est? Pourquoi tu lui dis pas de le nettoyer? C'est à nous. Bon, voilà. Il n'y a pas moyen de négocier avec l'agglo qui en serait propriétaire et qui ferait un équipement communautaire. Hypothèse, hein? Absolument. Si un jour il y a besoin, on le cogite, hein, on y réfléchit. Hein. On y réfléchit vraiment, mais il faut aussi admettre que c'est plus compliqué, donc rentrer dans le digérer, quoi. Je voudrais savoir si techniquement la mairie peut avoir des dettes. Par exemple, si vous ne payez pas une facture d'électricité, vous la payerez dans 3 ans. Alors plus largement, alors ça fait sourire, mais plus largement, si on gère mal, on peut être mis sous tutelle de la préfecture. Voilà, donc voilà. Si on n'a pas le droit d'être à découvert, c'est interdit. L'État est à découvert, est en déficit permanent depuis combien? 40 ans, je sais pas. Donc l'État fait des budgets déficitaires, nous on n'a pas le droit. C'est interdit les communes, donc si on vide les caisses, eh bien on va prendre ma place, c'est le préfet qui viendra administrer la commune de Montbazin. Donc on n'a pas le droit. Oui, il va peut-être en avoir. Il va peut-être y avoir des communes en faillite, hein, c'est possible. Mais sachez que si le préfet il prend les rênes, lui, ça va être facile. Hein. Saint-Paul va l'antiferme, les associations, ça n'existe plus. On ferme, l'école, c'est plus d'ALP, plus de centre aéré, tout ce qui est superflu, jusqu'à ce qu'on soit à l'équilibre. Donc, il vaut mieux qu'on prenne la décision avant, ensemble, plutôt que ce soit lui qui n'ait pas le gros effort. Non, il y a des entrées possibles d'argent, on ne les a pas évoquées, mais on va peut-être rénover un appartement qui appartient à la commune, ça pourra peut-être faire rentrer quelques centaines d'euros. On a une discussion avec l'entreprise Utile qui est locataire d'un local communal, donc là aussi il y a peut-être possibilité d'augmenter un peu le bail. D'ailleurs, ça a été voté du dernier conseil municipal, comme vous l'avez dû le lire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est assez limité, et surtout, nous, on ne veut pas vendre la commune non plus, quoi. Au contraire, on l'achète. Vous l'avez remarqué si vous suivez les PV de conseils municipaux. Les terrains de garrigues, etc., on les achète pour créer une continuité écologique et donc éviter la carbonisation et que nos garrigues soient habitées avec des yourtes ou des cabanes. Donc, effectivement, on pourrait vendre. On a des agriculteurs, quelquefois, qui nous demandent une parcelle communale s'ils ne pourraient pas l'acheter ou quoi, mais pour l'instant, on pense que la valeur de notre village, elle passe aussi par son patrimoine, et le patrimoine foncier est quand même pas immense. On n'a pas, j'ai déjà dit, hein, la carbonisation, c'est vraiment un sujet important pour nous. Il faut la limiter parce que nos espaces naturels, c'est notre richesse à Montbazin. On n'a pas des supermarchés comme à Ballerugue-le-Vieux, mais on a une certaine tranquillité. On a des gens, s'ils viennent ici, s'ils se battent en fait pour acheter les maisons dès que vous les mettez en vente, vos amis, vos voisins ou quoi, ils vendent dans 3 jours dans Montbazin. Personne ne trouve à se loger, même en locataire. Donc c'est bien qu'il y a quand même un cadre de vie qui est intéressant. Il passe pas par une proximité de commerce. On n'a pas de planète indigo si on veut acheter un jean dans Montbazin. Mais on a cette valeur-là qu'on sort de la maison et on a le sentier de randonnée. On peut monter au pied des éoliennes et on prend un bol d'air frais et on se régale. Voilà, c'est un peu ça, il faut quand même revenir un peu à l'essentiel. Nous, à Montbazin, on a ces atouts-là et on veut les faire couler. Voilà, on l'a dit quand même pas mal de fois, on avait 2 slides sur l'écologie, on n'en a fait que 2. Voilà. Sur la BC, on n'en a même pas parlé. C'est pas qu'une question d'écologie, c'est une question de bien vivre
ici, chez nous. Enfin, je pense que vous êtes comme nous, vous avez choisi cet endroit parce qu'il est beau, parce qu'on l'aime comme ça. Donc, c'est important de le protéger. Certains, c'est parce qu'ils y sont nés, ils ont pas choisi, mais. Je pense qu'on devrait passer à l'apéritif parce qu'en fait, on aura le droit de discuter ensemble pendant qu'on boira un coup aussi.